Alors donc, les sœurs Brontë. Je suis l'un de ces dieux nés de mythes. Milly se réveilla en soupirant. La pendule au-dessus de la cheminée égrenait son tic-tac monotone, comme pour rythmer les aboiements de Keeper. La jeune femme se leva de son fauteuil que des années d'usage avaient rendu aussi profond qu'un tombeau. Le livre de poésie qu'elle lisait au moment de sombrer dans un sommeil impromptu glissa de son giron. Dehors, le crépuscule mourait à petit feu, et Keeper, attaché dans le jardin, continuait ses appels sonores. « Qu'as-tu, mon chien ?» Milly se dirigea vers la porte d'entrée et la découvrit entr'ouverte. La douceur de la brise chassa les derniers lambeaux de sommeil qui collaient à ses paupières. Taches fauves sur la verdure de leur carré de gazon, le molosse grattait et gémissait, impatient d'être délivré de sa chaîne. Et Milly s'empressa de rendre la liberté à son boule mastif qui bondit de joie et manqua renverser sa maîtresse. « Ah, ça suffit, Keeper, couchez !» La jeune femme leva le poing et l'énorme chien s'accroupit en couinant. Malgré son aspect frêle, Emily avait su montrer à l'animal qui était le chef de meute. À bientôt 30 ans, la troisième enfant survivante du clan Brontë présentait encore les allures dégingandées d'une adolescente. Une sauvage jeune, gourmandait sa sœur aînée Charlotte, car elle ne s'embarrassait guère des délicatesses et des manières inhérentes de demoiselles de la bonne société anglaise. « Pourquoi voyais-tu ainsi ? Tu sais très bien que père déteste le chahut. » Le révérend Patrick Brontë, patriarche excentrique d'une famille, avait maintes fois menacé sa cadette de décharger ses 2 pistolets qu'il gardait même pour dormir sur ce damné chien. Heureusement, à cette heure-ci, il devait encore être à l'église de Haworth, à assister le prêtre dans ses sermons du soir. Et Martha, leur bonne, était sûrement avec lui pour le guider à travers. Mais alors, qui avait provoqué une telle agitation ? Sachant loin des oreilles paternelles, Emily se permit un vilain juron. « Par le diable, Branwell !» Keeper sur les talons, la jeune femme remonta l'allée et rentra comme une trombe dans l'austère presbytère qui leur tenait lieu de demeure. Elle grimpa l'escalier de bois en tenant haut les pans de sa robe grise, et la première chose qu'elle vit en entrant dans la chambre confirma ses craintes. Le lit défait qui avait abrité les cauchemars alcoolisés du fils chéri de la famille ressemblait à l'épave d'un voilier échoué, vide de tout occupant. Dernier vestige d'un long naufrage, le whisky reposait sur l'oreiller, à maintes et maintes fois embrassé. Oh, Bran! Les larmes brûlèrent les yeux d'Emily. Son frère avait dû dissimuler le satané flacon dans une nouvelle cachette que la famille, pourtant vigilante, n'avait su exhumer. Oh, si Anne et Charlotte avaient été là! Elle ne s'imaginait que trop le regard désespéré de leur père au moment de découvrir que son fils adoré, non content de se complaire au fond du gouffre, s'entêtait à le creuser davantage. Peter tourna en rond à travers la chambre à répertorier les nouvelles odeurs. Lily sécha rapidement ses pleurs et ramassa sur le dossier d'une chaise un foulard bleu que son frère quitterait rarement, sauf quand il était trop pour songer à s'habiller décemment. Elle présenta le carré de soie défraîchi au boule mastif qui remuait la queue avec une joie folle. « Keeper, Claire !» Le chien y mit 2 aboiements impatients. Il était prêt pour la traque. La jeune femme caressa les chines de son molosse. « Oui, cherche Bran, allez !» Sur cette dernière injonction, Keeper se précipita en aboyant allègrement. Il dégringola le grand escalier et bouscula Tabby, la vieille servante de la famille. « Emily Jane Brontë, oh, vous et votre vilain chien me conduirez tout droit dans la tombe !» Redoutant un désastre, la brave femme avait essayé de monter les degrés à l'aide de sa canne. Il n'était parvenu à se hisser que sur les 2 premières marches. Emily la fit pirouetter de son ménagement pour la raccompagner dans sa chambre. « Ne bougez surtout pas d'ici, Tabby. Père va bientôt revenir et il faudra lui dire que Branwell est parti battre la campagne sous l'empire de l'alcool. Et Keeper est sur sa trace, empressa-t-elle d'ajouter devant la mine alarmée de la vieille dame. Ne vous tourmentez pas. » « Ne pas vous tourmenter ? Oh, en voilà des bonnes !» s'écria Tabby en se laissant néanmoins reconduire dans sa chambrette. Quelques minutes plus tard, pressée par les aboiements de Keeper, la demoiselle claqua la porte d'entrée, tête nue, l'échelle sur les épaules,
et canne de randonnée dans une lanterne allumée dans l'autre. Elle affronta le crépuscule et le ciel du même pourpre que les fleurs ensemençant la lampe. Émilie sauta par-dessus le mur, séparant la propriété familiale du cimetière, traversa en courant le champ des tombes. Le pelage fauve de Kipper, à la lueur de la lanterne, évoquait un gigantesque faux follet, folâtrant de stèle en stèle. Et une fois l'église et les dernières maisons du village dépassées, les landes sauvages du Yorkshire offrirent enfin leur infini horizon, vallonné de bruyères en fleurs. Le soir tombait rapidement et tout mouvement devenait confus. Le bruissement était-il le vent dans les buissons ou la course d'un homme fuyant ses démons? Heureusement, le flair de Kipper bravait les illusions de la nuit, et sans hésiter une seconde, le molosse s'engagea sur un sentier bordé d'ajoncs et galopa à travers les bosses herbeuses. Le chien s'arrêtait de temps à autre pour attendre sa maîtresse, la queue comme un fanion en plein vent, et la langue pendante. La phosphorescence de ses bons yeux accrochait à la lumière qu'Émilie brandissait à bout de bras. Au bout d'une heure à battre la campagne, la jeune femme s'inquiéta pour de bon. Aucune trace de Branwell. Qui sait dans quel délire vagabond son ébriété l'avait jeté. Un voile de nuages couleur de plomb, aucune soin les étoiles, et plongeait la lande dans une noirceur qui effraya Émilie. Malgré de longues années d'excursion à travers ce paysage familier, tout lui sembla tout à coup étranger et menaçant. Glacé coya les touffes de bruyère, et les oreilles de Kipper se plaquèrent sur son. La bête gémit comme un chiot. Allons, Kipper, en avant! Émilie essayait de retrouver le courage qui menaçait de s'envoler sur les ailes de la bise. Elle grimpa sur un promontoire rocheux et agita sa lanterne dans la nuit de plus en plus obscure, en hurlant le nom de son frère. Le brave Kipper y joignit ses aboiements. La sécurité devint si complète que maîtresse et chien ressemblaient à des naufragés perdus dans un océan d'encre. Quoi? Ordonna soudain Émilie. Elle tendit l'oreille. Faisait entendre par-dessus l'exhalaison du vent, exprimant une telle détresse que la jeune femme bondit sans réfléchir. Branwell! Un buisson touffu de bruyère amortit sa réception, et elle s'élança en faisant fuir des rochers traîtres. L'heure la dépassa rapidement. Ils atteignirent les rebords déchiquetés d'une ravine. Les appels à l'aide envolaient depuis la faille étroite. Émilie, haletante, s'agenouilla au bord. La lanterne révéla par magie la désolation en contrebas, les éboulis de boue et les pierres qui acclassent dans l'effondrement du sous-sol. Enseveli, Branwell se débattait en poussant des cris pitoyables. Il avait été un grand et vigoureux garçon, jadis, et maintenant son visage présentait un triste mariage entre la bouffissure des liqueurs et le décharnement des opiacés. Sa chevelure n'était plus qu'un entrelac graisseux et clairsemé. Émilie le contempla, la gorge nouée, se demandant quel démon le tourmentait. Elle comprit ce qui le faisait ainsi gémir et se tortiller. Elle faillit lâcher sa langue de saisissement. Une longue main, décharnée, surgit de la terre noire, tenait Branwell par le col de sa chemise. « Il m'étrangle » hurlait le frère d'Émilie. « Il m'entraîne en enfer, à l'aide !» Cette griffe germait de la tourbe, telle une plante néfaste, plongeait le jeune poète dans une panique telle qu'il étouffait à s'époumoner de toutes ses maigres forces. Elle-même tremblante, Émilie peur plus audacieux, sauta au fond de la dépression et commença à creuser autour de Branwell. Les pattes puissantes du chien projetèrent des mottes de terre dans tous les sens. Priant silencieusement pour ne pas se blesser bêtement, Émilie se laissa glisser sur son séant en s'agrippant d'une main aux racines et aux touffes de bruyère. Elle sentit la gravité l'emporter et se maudit pour sa stupidité, sans plus pouvoir freiner sa dégringolade qui s'acheva sur une belle galipette au fond de la ravine, alors qu'elle essayait de planter ses talons dans la descente. Une pierre lui meurtrit l'épaule et l'humus se plaquait sur sa chevelure. Mais la jeune femme en était seulement quitte pour une position humiliante, les jupes relevées et les culottes de lin bien apparentes. Branwell appelait toujours à l'aide en essayant de s'extraire de la foule.
Skipper sautait sur place en montrant les crocs comme s'il défiait un lapin de sortir de son terrier. Il prenait néanmoins grand soin de ne pas frôler le long bras décharné aux veines calcées. Manuel parvint peu à peu à se dégager du tombeau de limon, et Émilie posa sa lampe à 2 pas pour tirer son frère par les épaules. La main griffue agrippait toujours le jeune homme, et ce dernier n'osait se débarrasser de cet encombrant parasite. La situation de Skipper prit des proportions telles qu'Émilie craignit qu'il ne soit devenu enragé. On luisait de bave, et il grognait si fort que son corps tout entier vit. Skipper, couché! Bull Mastiff recula avec des gémissements avant de s'accroupir la tête basse. La chose qui aiguillonnait son hostilité était maintenant visible jusqu'à l'épaule, mais elle résistait désormais aux tractions conjuguées du frère et de la sœur. Les mouvements saccadés animaient le bras mort d'une vie nouvelle. Finalement excédée, Émilie passa outre son dégoût et frappa la griffe du plat de la main pour la détacher de sa prise. Le membre pétrifié était aussi dur et résistant qu'une branche d'aune, et ce fut le col de Branwell qui céda. La jeune femme aida son frère à se relever. Les images, si nombreuses où elle le ramassait dans un fossé, un caniveau, lui amenèrent des larmes que le vent gela sur ses joues pâles. Les aboiements de Skipper éparpillèrent ses souvenirs pathétiques comme des feuilles mortes sur une tombe. Le chien grattait de nouveau les éboulis qui recouvraient le cadavre. Puis apparut l'autre main, crispée vers le ciel. Là, un angle de bois qui s'avéra être un genou replié. La tête affleura enfin. Émilie se retint pour ne pas hurler d'effroi. Branwell s'évanouit. Et ça s'est bien passé. Fin du chapitre 2. J'ai été un peu déconcentrée dans ma lecture et je vous prie de m'excuser, mais j'ai pas de chien comme Skipper, j'ai un chat qui est venu sur mon bureau au moment où je lisais. Ah, c'est les chats, hein. Si, ouais, je vais boire ma petite bouteille d'eau, là. Oui, c'est l'heure des rafraîchissements. Voilà, c'est l'heure de l'apéro, donc servez-vous. Vince, si t'as les bières, c'est le moment de les sortir de ton sac. Donc éventuellement, vous pouvez remettre vos micros. Voilà, micro ou questions via le chat. Ah, ça y est, j'ai plus de voix. J'ai pourtant parlé qu'un quart d'heure. Bravo, c'était chouette. Merci Bénédicte. Vince n'a pas attendu pour sortir les bières, bah bravo. Alors Vince dit qu'il a pas entendu. Non, attendu. Ah, attendu, pardon. Ouais, j'ai mal lu Pour au les début, bières. j'étais en train de me dire merde, il a rien entendu. Oui, moi aussi, j'ai eu des sueurs froides là. Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Bon, ben, merci d'avoir écouté. Bon, si vous avez des questions, je pense que moi et Bénédicte, parce qu'on fait partie de la même équipe d'écrivaines extraordinaires, on est prête à répondre. Tout à fait. Bah moi, je m'étais posé la question de savoir si les Sœurs Brontë, c'était déjà un truc que tu connaissais genre à fond, ou tu t'es vraiment super documenté sur leur vie et tout ça pour pouvoir écrire les personnages. Bon, je connaissais déjà un petit peu leur vie parce que j'avais lu Les Hauts de Hurlevent et Jane Eyre avant mon grand ouvrage. Et bon, bah tout le monde, enfin, j'avais lu ça au lycée, à la fac, et je connaissais un peu leur vie, comment elles étaient mortes, mais bon, comment leur vie était très romanesque, je me suis replongée dedans sans problème. Et bon, j'ai fait pas mal de recherches, vraiment pour essayer de lancer l'intrigue, parce que va essayer de mêler les Sœurs Brontë à une momie, même si c'était la furie des momies égyptiennes au XIXe siècle, il fallait vraiment trouver un contexte béton, quoi. Et je l'ai trouvé avec la rencontre entre Charlotte et Anne, que nous verrons au chapitre 3, avec leur éditeur George Smith, un jeune homme tout à fait sympathique et charmant, qui un matin débarquait deux provinciales en furie, enfin, surtout Charlotte, parce qu'on prétendait que leurs œuvres étaient celles d'un homme
alors qu'elles avaient signé 2-3 noms et que elles voulaient quand même se faire connaître en tant que femmes. Le début d'une terrible histoire. Ouais, donc tu t'es quand même replongé un petit peu dedans, quoi. Oui, voilà, ouais. C'était un terrain assez familier, mais bon, j'avais besoin d'approfondir davantage. Ouais, ok. Parce que moi, c'est vrai que par exemple, les sœurs Brontë, honnêtement, j'ai pas spécialement. Je connais très très mal leur vie, leur caractère, tout ça. Je, je suis plus documentée sur Jane Austen, par exemple, Mhm. que sur les sœurs Brontë, quoi. Ouais, je vois. Bah, en même temps, ils ont une vie assez romanesque, si vous me permettez de les raconter vite fait. Bon, parce que c'est une histoire assez tragique, donc une famille assez improbable avec un père pasteur, Patrick Brontë, qui a vu pour son malheur la mort de ses 5 enfants, même 6 enfants, ouais, parce qu'il y a eu 2 filles avant Charlotte l'aînée, Anna et Elisabeth, qui sont mortes vers l'âge de 10 ans de tuberculose et de privation. Ensuite, Charlotte, elle, est morte vers la trentaine. Enfin, 35 ans, c'est celle qui a vécu le plus longtemps. Et Branwell, Emily et Anne sont morts à quelques mois d'intervalle de la tuberculose. Enfin, Branwell était mourant, Emily l'a soigné avec dévotion, a attrapé son mal, et Anne, en soignant sa sœur, est morte à son tour. Enfin, vraiment la domino tragique, quoi. Et c'est une histoire assez romanesque aussi, dans le sens où c'était des enfants très précoces, qui adoraient écrire dès leur plus jeune âge, qui écrivaient des poèmes, s'inventaient des mondes oniriques, ont même inventé une espèce de monde, je ne sais plus le terme exact, enfin, c'était, je crois, la cité de verre ou le royaume de verre, et ils étaient tellement impliqués dedans que ce royaume a fait scission, et donc le frère et les 3 sœurs se sont séparés en 2 groupes pour continuer les aventures chacun de leur côté. Enfin, ils étaient vraiment, vraiment, ils ont des staccanovistes de la création, de la poésie et de l'écriture. Et ces textes, on peut les trouver quelque part ou c'est perdu? Je pense qu'on peut les trouver en anglais, certains en tout cas, peut-être pas tous. Il y a beaucoup de poèmes d'Émilie, je crois, qui n'ont pas été traduits. Alors, j'ai fait des petites recherches vite fait sur Wikipédia pour vous donner donc les noms de ces romans. C'était le Crondal ou quelque chose comme ça, tu vois, ça sonne très Heroic Fantasy à la Raymond Feist. En effet. Ah oui, Glasstown, voilà. Glasstown est le Gondal, un royaume imaginaire. Une confédération de la ville de Verre. Et ça a été créé, donc tous genre dans les 10-12 ans, quoi. C'est fou. Parce que j'ai pas pu introduire cet élément dans mon récit, mais en même temps, le roman était censé être assez court. Il y avait une limitation de signes, C'était quoi le un peu maximum? dommage. Il existe des poèmes d'Émilie Brontë qui sont traduits en France. C'est un recueil qui s'appelle Poèmes, hein, qui est sorti, qui regroupe des textes entre 1836 et 1846, paru en mars 2000 aux éditions de poche. De ce D'accord. que je vois. Et ça a été traduit seulement en Poésie Gallimard, avant. Poésie Gallimard, pardon. Ah, ok. Autant pour moi. Et apparemment c'est traduit, mais je sais pas, là je vois juste ça sur la Fnac et Amazon, donc... Pour la recherche. Ouais. Et il y a un blog qui s'appelle sœurbronté.wordpress.com qui a traduit qui a traduit ou pris des traductions de poèmes qui sont en ligne. De même qu'on doit pouvoir on en trouve sur Percé aussi, la base de données de recherche universitaire. Il y a un article en lisant les poèmes d'Émilie Brontë où justement tu peux trouver des bouts de traduction ou même des études de texte. Super, merci Et beaucoup. je pense que c'est des documents d'autant plus précieux que Léo de Hurlevent est le seul et unique roman d'Émilie. Et tout le reste, c'était des poèmes. Et apparemment, il y a une rumeur qui court comme quoi Émilie était sur un autre roman au moment de sa mort et Charlotte aurait brûlé le manuscrit, qu'elle le trouvait inconvenant.
Je vous mets en lien sur la recherche Google qui donne en fait une recherche en Google Images qui donne des pages de recueil de la publication en anglais. Merci Bénédicte. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Louvine, Melchior, Anna? C'était imposé la momie ou c'est toi qui as choisi? Ah non, c'était un thème imposé. D'accord, c'était Comme, imposé la momie et les sœurs Brontë. en fait, on nous a tout imposé. On m'a imposé les Sœurs Brontë, la momie. Bénédicte, on lui a imposé Anne Anna Radcliffe et Carmilla. Alors, Voilà. non, Dracula. Carmilla, Ah, c'est Dracula, Elisabeth. oh là là, pardon. Oui, Et oui, voilà, Elisabeth, j'ai c'est confondu. Dracula. Alors après, je sais pas, Elisabeth, elle était compliquée. alors je sais pas toi, Nelly, mais moi je suis arrivée au moment du process où j'ai choisi en fait. C'est moi qui ai choisi Ah, Anna. d'accord, ok. Restait Je- la possibilité de choisir. On m'a envoyé la liste, Ah, on m'a dit tel et tel choix, c'est pas possible parce que c'est déjà pris. Par contre, dans ce qui reste, tu prends ce que tu veux, enfin, qu'est-ce qui t'intéresse et tout, et j'ai choisi Anne Radcliffe en ce qui me concerne. Et ce qui était un défi pour toi, surtout, c'est que tu devais faire vraiment une suite d'un roman déjà existant. Alors, c'est Et un tu défi n'as- sans être un défi, j'ai aussi choisi Anne Radcliffe pour ça. D'accord. Parce que je Ouais, trouvais que c'était une facilité. ouais. Bon, c'est pas plus mal. Ça permet d'être en terrain assez familier, c'est rassurant. Ouais, après, Oui, j'avoue il y que avait c'était ça, et pas, puis ça me permettait de découvrir quelqu'un que je connaissais assez peu au final. c'était pas évident quand même hein, de faire une suite au roman de Paul Féval, moi que j'ai lu juste avant justement de lire ton roman. Donc j'ai enchaîné les deux, j'ai enchaîné le roman de Paul Féval, donc il avait écrit, je crois, pour la première saison des Saisons de l'étrange. Alors, il l'a pas écrit pour la première saison parce que le bouquin date de 1953. Non, enfin, et qui a été repris pour Oui, la oui. première saison, je veux dire. Et voilà, il a Mais, été repris, réédité. qui a été réédité, Parce que pardon. sinon, Oui, ça c'est de l'anticipation, les gars. j'ai lapsusé, pardon. Non, non, mais si on s'est fait retourner les tables chez les moutons électriques, on a fait C'est une quand sorte même de trop bien. spiritisme pour qu'il nous dicte son livre. La classe Et ultime comme tu quand même. vois, ça a bien marqué. Tu te rends compte, tu te fais dicter des Enfin, moi, je crois bouquins. que ça m'a été imposé, il me semble, sauf si Melchior me contredit, mais je crois que je m'étais retrouvée devant le fait accompli et les Brontë accomplis, peut-être parce que j'ai deux frangines et qu'il a dû se dire que ça me parlerait. Mais Ou bon, peut-être en la même temps, momie, c'était peut-être la c'était momie plutôt un beau cadeau, quoi. C'était peut-être la momie. J'ai choisi? Ouais, Mais je sais plus. Apparemment, j'aurais choisi mes dires. Elle est frappée d'amnésie là, Nelly, je crois. Bah, Attention, ouais, ça non, c'est peut vrai, être dangereux. ouais, c'est Alzheimer. Et je fais trop de trucs à la fois, là. Je range mal mes souvenirs. Bon, alors donc, c'est moi qui avais choisi. Bon, sans doute, effectivement. C'est vrai que ça me correspondait plus que Jane Austen. Voilà, l'assemblée de toutes les écrivaines réunies. Peut-être parce que, effectivement, des autrices classiques, c'est les seules que j'avais lues. J'ai pas encore lu Jane Austen, quant à moi, ni Anne Radcliffe. Moi, Et j'ai pas lu Ella Radcliffe. Anony. Par contre, Jane Austen, moi, je suis voilà super fan, donc je connaissais vraiment bien. Va falloir qu'on essaie d'entraîner Marianne Ciodo dans une de ses lectures, si tu veux. Vu que c'est elle Je qui pense s'est que ça occupée va de pas Jane être trop Austen. difficile. Je pense pas que ce soit difficile, sauf s'il a pas de micro, mais je pense pas que ce soit dur. Ouais, il devrait y avoir moyen de, ouais. Ça ferait tellement plaisir à Céline. Non mais no pressure, hein. Écoute, il faut pas qu'elle se sente non plus obligée. Hein. Moi, je trouve que c'est bien de rester sur une base de volontariat total. Bon, disons que ce serait au cas où elle est passée à côté de l'info et qu'il faille lui faire miroiter le salon. Bah, après, si tu peux avoir toutes les autrices de la collection, bingo. Hein. Bah ouais, essayer de faire en sorte que ce soit possible, surtout que ben, t'as par exemple Elisabeth Egory qui réunit toutes les autrices extraordinaires qui, je trouve, comme Bénédicte, elle a un sacré bagou. Elle présente bien les choses, elle a des talents de conteuse, et je suis sûre qu'elle aurait plein de choses à raconter sur le processus d'écriture, d'inspiration. Et puis Christine, pareil, je pense que, enfin, en espérant qu'elle a un micro et que
Elle se connecte à Discord. Une rebelle, Christine. Et du coup, tu feras une lecture d'un chapitre de Hand Voltige aussi? Ouais, Cool. je ne sais pas quand, mais oui. Je donne de Valentin d'ailleurs, vu que c'est l'actualité. Bah oui. Bah ouais, parce que je me suis rendu compte qu'hier que c'était enfin disponible à la vente depuis le 9. Et là, oh là, faut que je passe mon auto-promo et honté maintenant. Ah bah C'est oui, bien. quand même. Il faut. Alors, je vous cherche d'ailleurs la belle couverture des aventures de Diane Laventin. Quelques petites illustrations aussi pour se remettre un peu dans l'ambiance de la lecture. Alors, est-ce que vous voyez mon upload? Ça marche. Oui, Ça Ah, change. si, ça commence à apparaître. Voilà, c'est bon. voilà. Elle est Bon, chouette. ma couverture. Ouais, ouais, ça jette. Et donc, le dessin de Melchior Ascaride, qu'il a fait très rapidement parce qu'en fait, il s'avérait qu'ils avaient besoin de mes manuscrits le plus vite possible, des illustrations. Je vais vous présenter aussi, vous les connaissez peut-être déjà, les illustrations originales parce que c'était un feuilleton qui a déjà été publié chez un micro-éditeur qui s'appelle le Carnoplast. Oh. Ah oui, je vous avais vu ces couves. Ouais, elles sont chouettes. Ça, c'est mon Ouais, gros regret, c'est que si jamais le 4e épisode n'est pas publié chez le Canoplast, je vais devoir me passer des services d'art coupant illustrateurs hein, pour les couvertures. Un travail fabuleux. Ouais, bon, ce sera Melchior, je gagne pas au change, hein, je dis ça parce qu'il est à côté. Non, mais c'est vrai Voilà. qu'après, quand tu veux avoir toute une collection avec le même look, ben là, c'est vrai que du coup... Ouais. Puis elles sont chouettes, hein. Ouais, jette quoi. C'est vrai que ce serait dommage que de pas continuer. Là pour l'instant, c'est juste la publication numérique, mais j'ignore quand est-ce que je vais pouvoir reprendre mon texte avec le Carnoplast. Sachant que j'ai l'impression que Robert Darvel, donc dirige cette mini maison d'édition, se consacre désormais uniquement à ses propres romans. Je sais pas ce qu'il fait, je l'ai déjà relancé une ou deux fois. Je vais continuer à faire mon petit roman feuilleton quand j'aurai le temps, hein, quelle que soit sa réponse. T'avais prévu un nombre d'épisodes... Enfin, t'avais un nombre Ben, d'épisodes en tête ou... Ouais, on avait prévu avec Robert Darvel de faire 5 épisodes. D'accord. En fait, c'était prévu dès le départ, de faire une saga à la Angélique, 5 épisodes, et puis là, je suis déjà à 4. L'approche de la fin, C'est ça, oui, oui, tu y es et presque, j'espère. là. Faut pas craquer avant la fin, hein. Je t'entends que par Il faut pas craquer avant la fin. Non, c'est vrai. Bon, je pense que ça va aller, même si j'ai la suite d'Anne Voltige à faire, ainsi qu'un autre roman pour les moutons. Oui, ça va, t'as rien J'ai d'autres que 12 projets en même temps, c'est pas grave, hein. Gérable. Oui, c'est gérable. Enfin, c'est dommage que j'ai un job à temps plein. Bon, Ah oui, ça, du coup, le temps, il y en a moins. oui, tant que je perds à gagner ma vie, c'est dur. Bah, faut plus Euh, dormir. Faut plus dormir, c'est tout. Ça sert à rien, Bien dormir, sûr, c'est oui. surfait. Ni manger, ni aller aux toilettes, ni Plus rien. rien du tout. Ok, merci du conseil, Céline. Tu écris, tu Dormir, c'est travailles. surfait. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous voulez que je vous montre aussi quelques dessins que j'ai trouvés sur Internet représentant les sœurs Brontë et il y a des dessins de son chien Keeper, Ah oui! Ah bah allez. assez émouvant quelque part. Donc, Seigneur tout honneur, voici le chien, dessiné par Émilie. Oh là là, c'est beau. Ah mais elle dessinait vachement bien en fait. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, elle avait une très jolie plume. Alors, il y a une anecdote, bon, qui la rend beaucoup moins sympathique, Émilie, c'est que elle aimait bien se faire obéir de ses chiens. Elle avait un caractère assez intransigeant et assez brut. Et un jour, son keeper est monté sur son lit alors qu'elle lui avait interdit plusieurs fois. Et elle l'a battu à coups de poing, tellement elle était en colère. Le chien n'a plus jamais recommencé, mais c'était un sale caractère. Et à l'époque, il n'y avait pas la SPA. Donc, je crois que elle avait un côté un peu chef de meute. J'avais trouvé aussi ce super dessin pour illustrer le thème de la lande. Ah ouais, chouette.
Je sais pas qui est l'artiste. Bon, je pense pas que ce soit une des sœurs Brontë. Il y a une signature en bas, mais je n'ai pas réussi à la déchiffrer. Je trouvais que ça s'accordait bien avec l'ambiance. Enfin, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment la poursuite à travers la lande avec le chien qui traque Branwell. Et en parlant de Branwell, j'ai aussi un tableau qu'il a peint qui représente les trois sœurs Brontë, qui est super connu. Ce tableau a pour particularité, c'est que normalement, il y avait une place ménagée pour le frère en disgrâce. Vous voyez là, entre ce qui semble être Emily et Charlotte. Ça fait très fantomatique. Ouais, hein, ça fait un peu peur. Donc, normalement, nous avons de gauche à droite Anne, Emily et Charlotte. Yann, qu'est-ce qui t'arrive? C'est fidèle? Est-ce que c'est fidèle au portrait? Ça, j'en sais rien, écoute. Il y a peut-être Normalement, d'autres oui. portraits? Quand on décrivait donc Charlotte qui est tout à droite, on disait qu'elle avait un nez un peu long et qu'il lui manquait des dents, et je pense que ça correspond un peu au visage qu'on a là. Après, quant à savoir si c'était fidèle, il n'y a pas beaucoup de dessins et de portraits des sœurs Brontë. Enfin, j'en ai trouvé quelques-uns. Ça, apparemment, c'est un portrait de Charlotte. Le rappel a écrit Jane Eyre. Ah oui, là, ça me paraît plus fidèle, ça. Ouais, je Ouais. pense que c'est elle. Normalement, elle portait des lunettes. Enfin, je préfère à ma description. Ah oui, mais c'est vrai que, Et enfin, là, la description dans ton roman, fou, ça, ça fait pas envie, oui, quoi. bon, c'est pas été très sympa. Bah après, t'as peut-être Et été là, plus proche de la on- réalité que... je me suis, disons, je me suis fiée aux descriptions que j'avais trouvées dans certains textes en anglais. Comment George Smith l'avait décrite quand il l'a rencontrée la première fois. Là, on a un portrait, un profil d'Anne, et je crois que c'était Émilie qui l'avait bien paraître. Voilà. Ah oui. Mais au final, elles se sont pas beaucoup dessinées les unes les autres. Peut-être que si, on n'en sait rien. Il y a peut-être des documents qui se sont perdus. Ouais, j'imagine, oui. Et ils savaient pas qu'ils allaient être célèbres, donc ils n'ont pas conservé précieusement certaines de leurs œuvres. Mais oui, je pense qu'ils se sont quand même pas mal dessinés les uns les autres. J'ai par exemple bon, là c'est Branwell qui a fait son propre portrait. Là on voit l'artiste romantique à lunettes. En effet. Et, après bon pour les autres portraits, j'ai vraiment cherché sur Google, sur les sites de fans, enfin les sites de fanatiques des sœurs Brontë qui ont réuni pas mal de documents et pas trouvé tant que ça. Ah, et j'ai le papa. Le dessin du chien, moi, je m'en remets pas. Il est tellement beau. Ouais. Donc ça, c'est le malheureux géniteur qui a survécu à tous ses enfants Ouais, quelle et à sa histoire. femme. Le pauvre. Ouais, dur. Ça se voit un peu, elle a l'air un peu très sévère, les lunettes et tout. Ah ben, oui, voilà, enfin, religion protestante. Enfin, en même temps, il les a vraiment laissés assez de liberté parce qu'ils écrivaient, ils peignaient. Ils avaient quand même un peu une vie de bohème dans la lande. Je pense qu'il ne les a pas trop. Enfin, il avait l'air sévère, mais je pense qu'il devait être assez juste quelque part. Même si on racontait que ben, l'histoire des deux pistolets qu'il gardait pour dormir, c'est témoignage. Je ne sais pas s'il est attesté, mais en tout cas, beaucoup de personnes disaient que des fois, quand il était énervé, il tirait sur le clocher de l'église avec ses pistolets. Ah, ok, ça marche. Est-ce que vous avez des questions, Anna, Vince, Melchior?
Pas de questions de mon côté, mais franchement, c'était vraiment chouette. Merci, c'est Non, gentil. non, mais c'est cool. Enfin, il n'y a pas beaucoup de lectures comme ça et autres, et c'est vraiment sympa. L'idée co-organisatrice d'un salon qui normalement se devait se passer IRL et qui l'ont fait en virtuel. Et il y avait une séance de lecture publique par une autrice qui s'appelle Maria Romalet, je crois. Oui, c'est ça. J'avais Oui, trouvé ça super c'était cool. Maria qui avait fait la lecture. Tout à fait. Voilà. Mais ouais, non, l'idée est chouette, ça fait plaisir, quoi. Oui, carrément. Puis bon, c'est sans chichi. Si vous avez des questions à poser ou autre, on peut discuter de choses et d'autres. Plus de questions pour Céline non plus. Pas de questions sur les momies. Bah, sauf si tu pratiques et que tu peux nous filer des infos, mais... Bon, tu sais, j'y connais pas grand-chose en momies. Enfin, je sais que faut juste leur dévider la tête, comme avec des bigorneaux, grâce à une espèce de crochet. Mais bon, c'est un peu dégueulasse et il faut qu'ils soient, Par le nez. bien avant, quoi. Ouais, par le nez, voilà. On va les connaisseuses. Bah écoute, oui, j'ai bossé pendant... Elle a duré 1 an, l'expo. À Bordeaux, il y a eu une expo sur les momies. Alors, c'était pas des momies égyptiennes, c'était ça où c'était super intéressant. C'était que il y avait des momies Inca, il y avait des momies, tu sais, qui ont été momifiées naturellement, etc. Et c'était On a super. retrouvé dans les tourbes. Ouais. Et dans la glace aussi. Mmh. Bah oui, l'homme de... Merde. Comment il s'appelait? Il y a un homme de glace, en fait, une momie qui a un nom particulier, j'arrive plus à m'en rappeler la tête. Ouais, Pareil, alors attends. les têtes réduites, c'est une forme de momification aussi. C'est pas Otzi? Si, c'est ça. Ouais. Donc, Otzi, l'homme de glace. ah bah voilà, j'avais la moitié. Hein. Bon, tu tapes l'homme de glace sur Google et c'est bon, il te trouve du premier coup. Oui. Et alors, ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'il y avait 6 ou 7 momies, j'arrive plus à me rappeler le nombre. Mmh. Et elles étaient donc recroquevillées sur elles-mêmes, un petit peu comme celle dans Tintin, là, tu sais, avec les deux, Ah oui, Oscar. vraiment les genoux contre la poitrine et les bras autour des genoux. Le trauma. Oui, Raskar Katak, je crois. Exactement. Et il y en avait une, c'était très très drôle parce qu'elle a été figée dans l'éternité. Hein, en faisant en fait, elle fait un doigt d'honneur. Parce qu'il y a eu une rigidité quelque part, etc. Et en fait, c'était celle qui faisait beaucoup le plus rire les enfants parce qu'en fait, ils passaient devant et en fait, t'avais la momie qui leur faisait un doigt d'honneur. Je sais rien, c'était peut-être le premier punk de l'histoire. C'était magique. Ouais, c'était magique. Mais ça dédramatisait le truc parce qu'en fait, les momies naturelles comme ça, elles font peur. Enfin, elles sont un peu inquiétantes. Parce que le premier truc qui casse, entre guillemets, ou qui se désintègre, c'est la mâchoire. Et en fait, ta mâchoire, elle n'est retenue que par des ligaments. Donc à partir du moment où les ligaments se décomposent, t'as la mâchoire l'os de la mâchoire qui se casse la gueule. Et donc du coup, pour des jeunes, etc., de voir ces personnes avec la mâchoire qui est complètement déboîtée, t'as presque l'impression qu'ils crient, en fait. Oui, c'est ça, il y a des histoires de momies hurlantes, enfin... Mais elles ne sont hurlantes que parce qu'en fait, t'as pas d'os qui joint les deux parties de ta mâchoire, la partie basse et la partie haute de ta mâchoire. Et que du coup, quand les ligaments se désintègrent, et ben le bas de la mâchoire se casse complètement la gueule. Et s'il se casse la gueule sur tes genoux parce que t'es tout recroquevillé, bah ouais, de loin, t'as l'impression que la personne est en train d'hurler, quoi. Et donc, tu imagines qu'elle est morte dans d'horribles souffrances. En train de te faire un doigt, accessoirement. Mais faut que je retrouve les photos parce qu'elles me faisaient tellement rire. Je les enverrai. Je les mettrai sur le Discord quand je les retrouve. Bah ouais, carrément. Même si ça n'a pas trop de rapport avec ta lecture. Bon, après, on peut faire un parallèle avec le début du film de Werner Herzog, avec des espèces de momies au générique. Aussi. Ouais. Mais ouais, non, c'est intéressant. Moi, je t'ai parlé, mon histoire, c'est les momies égyptiennes, hein, parce que bon, on fait dans le classique. Sachant qu'il y a eu une grosse furie de la momie en Angleterre au XIXe siècle, parce qu'on commençait vraiment
piller les tombes. Hein. L'égyptologie, c'était surtout un prétexte pour piquer des trésors. Ah bah, plus fort Et raison quand ils se sont rendus compte que et je sais plus ce qu'ils en faisaient de la poudre de momie. Si c'était pour bah, rajeunir ou pour le teint, je sais plus. ben, je sais plus, mais ils faisaient aussi de l'engrais avec la poudre de momie. Non mais ils en ont fait ce que Ils tu veux. conservaient comme engrais, comme combustible. Donc, t'avais plein de momies qui terminaient dans les poêles, dans les cheminées. Comme Donc, Médoc aussi. ouais, oui, oui, voilà, tout à fait. Poudre de momie, nous faisons des recherches. Je suis sûre qu'il y a des Je apothicaires. crois que c'était pour le teint aussi, tu sais, le côté blanc. Ouais, Pour le tout fond de à teint fait. et tout. Il me semble qu'il y avait un truc avec la... Il y avait le brin momie, rien que le nom. Mm. Brin de momie est un pigment brun rouge utilisé en peinture d'art. Le brin Ah de momie oui, était c'est réputé vrai. fabriqué en bois de momie. Donc ça servait pour tout. D'ailleurs, il y a une scène dans mon roman où tu as le méchant de l'histoire qui transporte plein de momies, de serpents, de créatures et tout, et qui propose à des arts de se chauffer avec ce bois particulier qui en fait va les plonger dans une espèce de... Mais ouais, oui, c'est ça, ils en faisaient des médocs. Et médoc, pourquoi? Attends, je suis en train de lire le pigment. Le pigment était très à la mode et Delacroix l'a méga utilisé, le brin de momie. Vraiment. Euh, Imagine, t'as une malédiction de momies, elles se relèvent toutes de leur tombe et t'as les tableaux de Delacroix qui c'est prennent. ça. D'autant qu'apparemment, mélanger à de l'huile, à du bitume, ça permet d'éviter les craquelures sur la peinture. Bah, c'est pour ça que t'as beaucoup de fait, chaque semaine, t'as les personnes préposées au ménage qui balayent pour je sais pas combien de milliers d'euros de peinture parce qu'il n'y a plus Ouais. cette technique de vernissage. Euh, Et du coup, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions qui me viennent à l'esprit? Je crois qu'on a peut-être fait le tour. On imagine aisément comment j'ai pu incorporer une momie dans l'univers des Sœurs Brontë. Ou pas. Mm, Le plus mm. simple, en tout cas, ça a été de reprendre le contexte de la vie des sœurs quand elles ont commencé à être publiées et quand elles ont fait ce périple chez leur éditeur qui habite Londres. Je me disais que comme les musées de Londres regorgent de trésors liés dans les pays comme l'Égypte, les Indes, il y avait moyen, à cet endroit-là précisément, de faire une rencontre aucune. Oula. Ouais. Ce qui est une excellente idée, oui, pour le coup. Je crois que c'est l'une des places des meubles. Je crois aussi, et moi je vais pas tarder parce que je vais manger. Ah bah oui. Je Bah suis ouais, là c'est l'heure de dîner. avoir un petit peu faim. Donc du coup, eh ben, franchement, moi ça a été un plaisir. Et puis, Bah merci beaucoup. il me semble Donc qu'il y tu a te sens... un mois prochain, c'est ça? le mois prochain c'est ton tour, ouais. Tu Ouais, es, tu es la suivante. ouais. Tu vas assurer. Alors oui, 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 certes, mais voilà, un peu de pression quand même. T'inquiète, il n'y aura que des gens gentils. Il faudra juste que tu dises quel texte tu auras choisi. Alors ça sera probablement le premier chapitre d'Anne Radcliffe. D'accord. Dans un premier temps, ce Bah sera le c'est plus cool. facile. Ce sera le plus facile et puis je verrai s'il y a d'autres fois autre chose. Mais c'est vrai que oui, dans un premier temps, ce sera le premier chapitre d'Anne Radcliffe. Ok, bah c'est impeccable. On va faire notre super promo là-dessus. Avec Puis bah plaisir. ça. Ouais. Et ce sera en plus un vendredi 13, là tu vas y mettre les tons hein, pour que ce soit horrifique au possible. Oh, ça va être un vendredi 13, c'est bien. Je vais voir si je peux pas me débrouiller à mettre de la musique de fond. Ah bah carrément, ouais, j'avais pensé à faire ça, mais comme j'ai pas eu Si beaucoup de j'y temps pour arrive, préparer ma lecture. si j'y arrive, franchement, ça peut être cool. Ah bah carrément. Et bah écoutez, je vous dis au mois prochain. Au mois Salut! prochain. Salut. Et pour info, normalement le texte a été enregistré. On pourra retrouver donc cette petite lecture sur YouTube.
Bon, sur ma future chaîne, il faudrait que je la fasse. Mais elle sera hébergée chez Céline. Ah, merci. Merci à tous. Bon, bah, je vous dis au mois prochain, avec donc Bénédicte, Anne Radcliffe et Dracula. Salut tout le monde. Bonne soirée! Bonne soirée à tous, merci.